Digital or not digital? Telle est la question. Bonjour et bienvenue dans votre toute nouvelle émission mensuelle consacrée au numérique So Digital. Alors comme beaucoup d'entre vous, je suis une digital native, ça veut dire que je baigne dans le numérique depuis ma plus tendre enfance. Et je fais partie de celles qui ont dû apprendre à leurs parents à utiliser leur ordinateur. Et c'était pas gagné. Alors vous qui nous regardez, vous qui n'y connaissez pas grand-chose, vous qui peut-être avez loupé le coche, eh bien pas de panique, on va tout reprendre ensemble. Et d'ailleurs, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Thierry de chez Soprasteria, notre tout premier expert, qui est avec nous et qui va tout nous expliquer. Bonjour Thierry et merci d'être avec nous. Bonjour Victoria. Bon, alors on va rentrer dans le vif du sujet Thierry. Pour commencer, parlez-nous un petit peu de vous. Quel est votre métier? Vous faites quoi dans la vie? Alors, je suis directeur de l'innovation et en charge de la transformation digitale. Alors, ceci tant chez Soprasteria, dans notre transformation interne, que chez nos clients, que j'accompagne pour mettre en place l'innovation et cette transformation digitale. Alors, première petite question que j'ai envie de vous poser, Thierry. Qu'est-ce que c'est le digital finalement? Ça vient d'où? Alors, ce qu'il faut comprendre de ce digital, c'est que c'est une révolution, une transformation forte de l'entreprise. Et cette révolution, en fait, c'est la 4e révolution industrielle. La première est née avec la machine à vapeur au XVIIIe siècle, qui a transformé les modes de locomotion et l'outil industriel. La deuxième est arrivée au début des années du XXe siècle, avec l'arrivée de l'électricité et du pétrole. Et puis à la fin du XXe siècle est apparue la généralisation de l'informatique dans l'ensemble des entreprises. Cette transformation digitale, c'est vraiment comment amener cette connexion, cette interconnexion auprès de tous, dans notre quotidien, où on est tous connectés. Et plus que tous connectés, on a également les objets qui sont connectés, qui génèrent de l'information. Et savez-vous qu'en 2011, on a passé un cap où on avait plus d'objets connectés sur Internet que d'êtres humains sur Terre. Et d'ailleurs, dans les 4 ans qui viennent, c'est-à-dire à horizon 2020, on prédit entre 50 et 80 milliards d'objets connectés sur Internet. Donc quelque chose de phénoménal en termes de volume et d'information. Alors ça, c'est phénoménal. La manière dont vous m'expliquez tout ça, j'ai l'impression qu'on est vraiment dans un monde nouveau, dans un monde magique. Aujourd'hui, on est tous connectés. On peut faire des réunions en étant aux 4 coins du globe. Même quand on se brosse les dents, on est connectés. Toutes nos informations vont maintenant dans les nuages. Nos grands-parents avant disaient que c'était mieux. Ils n'y comprennent rien aujourd'hui. Mais moi, j'ai envie de vous demander pourquoi ce changement? Alors pourquoi ce changement? Parce qu'on évolue en permanence. L'espèce humaine évolue en permanence. Vous voyez, en 1900, la majeure partie des gens travaillaient au champ. Aujourd'hui, en France, c'est 1% de la population qui travaille dans le secteur agricole. Donc, tout bouge en permanence. Notre société se transforme. Et ce qui est intéressant de regarder dans cette transformation, c'est le lien avec les informations qu'on manipule. En fait, on capture de la donnée. Cette donnée, on la transforme en connaissance. Cette connaissance devient du savoir. Et ce savoir, en fait, nous apporte de la sagesse, une meilleure appréhension, une meilleure maîtrise, en fait, du monde dans lequel on vit. Et vous avez un petit exemple à nous donner? Alors, j'ai un exemple intéressant qui a été mené par Fujitsu dans des fermes au Japon, qui sont amusés, je vais mettre des guillemets, qui ont mis, en fait, des podomètres à des vaches. D'accord. Pour mesurer leurs pas, leurs déplacements. Et grâce à ces déplacements, en fait, ils ont pu voir comment le cheptel évoluait. Ce qu'il faut savoir sur les vaches, en fait, c'est qu'elles ont un cycle de fécondation qui est très précis, qui va de 8 heures à 12 heures la période de fécondation, et ceci tous les 21 jours. En fait, Fujitsu, avec ses capteurs, a réussi à identifier, à faire apparaître que les vaches se déplaçaient 6 fois plus rapidement lorsqu'elles étaient dans cette phase de fécondation qu'en temps normal. Grâce à ça, ils ont réussi à alerter, à prévenir en fait la personne pour l'insémination, et qui va être capable en fait de transformer, d'inséminer en fait la vache à 95%. Les 5% restants étant en fait une vache qui a essayé de s'enfuir de l'enclos, donc qui a déclenché les capteurs par erreur. Et plus intéressant encore, c'est que grâce à ces données-là, on a réussi à identifier que si on inséminait la vache au début de ce cycle, on allait produire une vache, et si on le faisait à la fin de ce cycle, c'est un taureau qu'on allait obtenir. C'est assez intéressant ce qu'on peut obtenir avec de la donnée en fait. Oui, alors vous nous expliquez tout ça. Moi, je comprends un petit peu. Comme la plupart de nos auditeurs, ils sont nés dans le numérique. Alors, comment est arrivé le digital dans les entreprises, mais notamment comment les générations les plus anciennes se sont adaptées? Moi, j'ai tendance à penser que c'est une sorte de choc culturel. Est-ce que je me trompe?
Alors choc culturel, oui. En tout cas, évolution, encore une fois. On est vraiment sur de la transformation sur le digital. Ce qu'il faut bien voir, c'est qu'avec les années 70 est entrée l'informatique dans les entreprises. Donc les entreprises se sont emparées de cet outil-là, qui ensuite est sorti de l'entreprise dans le monde du grand public. On a tous vu au début des années 2000 cette émergence-là. Le digital revient dans l'entreprise, notamment pour sa survie, son maintien, sa compétitivité sur le marché, amène énormément de nouvelles approches, de nouvelles visions. On le voit d'ailleurs avec un certain nombre de start-up qui sont nées ces dernières années, que ce soit Uber, qui est la première société de transport au monde, qui n'a pas un seul taxi, qui n'est pas propriétaire d'un seul taxi, que ce soit Facebook, qui est le premier diffuseur de médias au monde, mais qui ne produit aucun média, ou encore Airbnb, qui est la première chaîne hôtelière au monde et qui n'a aucun hôtel aujourd'hui. Alors, vous parlez de start-up. Finalement, qu'est-ce que c'est une start-up aujourd'hui, à part peut-être un mot tendance, je ne sais pas bien. Je vous propose de découvrir un reportage de l'entreprise, de la start-up Wahooop avec Emmanuel Gonon pour mieux comprendre. Et donc, c'est un reportage réalisé par Damien Decran. Créée en juin 2014, Wahooop est une start-up qui s'est spécialisée dans le service aux entreprises. Sa mission, relever des défis d'innovation et de transformation d'entreprises en moins de 18 mois, avec un leitmotiv, adapter le monde, les entreprises et les hommes aux nouvelles donnes. On pense souvent qu'une start-up, c'est une entreprise miniature. En fait, c'est très différent de ça, parce qu'une entreprise, c'est une organisation permanente pour faire fonctionner et optimiser un business model, alors qu'une start-up, c'est une organisation temporaire pour trouver un business model. Donc c'est une organisation qui va chercher. Dans une start-up, on ne peut pas tout planifier parce qu'en fait, il y a un niveau d'incertitude et un niveau de risque qui sont très importants. Donc on ne peut pas être dans une logique de planification comme dans les grandes entreprises. On est obligé d'être dans une logique d'effectuation, c'est-à-dire agir le plus rapidement possible dans la direction où on veut aller. La start-up est par essence en perpétuelle recherche de business model optimisés. Pour arriver à ses fins, elle se doit donc d'être extrêmement agile. Petites équipes, cycles courts permettent de faire évoluer sa vision pour être le plus rapidement connecté avec les marchés. Et parce que les comportements de consommation ont changé, parce que les technologies ont évolué, les entreprises dites classiques vont devoir muer dans ce sens-là pour pouvoir s'adapter. Les entreprises peuvent utiliser ce mode start-up pour innover et se transformer, mais il faut bien qu'elles séparent cette activité start-up interne dans un bac à sable pour pas que ça déborde sur l'activité classique de l'entreprise. Elles doivent donc les séparer, mais aussi organiser des passerelles entre ces deux modes pour pouvoir profiter de ce qui a été trouvé dans la start-up et le réinjecter dans le mode normal de l'entreprise. Et c'est précisément la mission de Wahooop qui applique cette approche de la start-up pour aider les entreprises à penser leur futur et se transformer pour s'adapter aux besoins d'aujourd'hui, au monde de demain. Alors Thierry, à travers ce reportage, on a bien compris que les startups devaient aider les entreprises. Est-ce que vous pouvez me dire en quoi ces startups sont intéressantes dans le cadre de la transformation digitale des entreprises? Quelle est la clé de la réussite? Alors la clé de la réussite, en fait, c'est de se transformer soi-même, transformer sa façon de penser digital first et être capable justement de bâtir une stratégie digitale pour se transformer. Là où il faut être vigilant, c'est que la stratégie digitale est au service de la stratégie de l'entreprise et pas l'inverse. Donc c'est quelque chose sur lequel il faut faire attention. Je vais prendre un exemple, par exemple, Before-Bank, que Sopra Steria a accompagné justement dans cette création. Before-Bank, l'idée originelle, c'était de dire on veut créer une banque qui est d'abord mobile first, donc accessible sur mon smartphone, et en maximisant le nombre de nouvelles fonctionnalités, de nouveaux services qu'on peut offrir à l'utilisateur. Et le tout a été créé en 9 mois. Alors du coup, j'ai l'impression que quand on parle de transformation, pour moi ça veut dire aussi innovation. Est-ce que je me trompe en quelques mots? Est-ce que vous pourriez m'expliquer ça? Complètement ça. D'ailleurs, directeur d'innovation, le principe en fait c'est que l'innovation c'est l'affaire de tous. Bien entendu, on garde des services de R&D, mais il faut arriver à insuffler dans les entreprises la collecte des idées, déjà un environnement dans lequel les gens vont s'autoriser à avoir des idées, les soumettre, et puis mettre en place une démarche qui va permettre de prendre ces idées, les transformer, les expérimenter. Alors on met en place des démarches agiles, on met des cycles courts, des démarches itératives pour justement expérimenter, transformer et démontrer en fait ce qu'on peut apporter au travers de ces modèles-là. D'accord. Et du coup, je suppose qu'il faut aller trouver des nouveaux usages. Donc, où est-ce qu'on peut les trouver?
Vous avez parfaitement raison. Tout passe par l'usage. Donc, on va commencer déjà sur la relation avec les clients de l'entreprise. Quels sont les nouveaux usages, les nouveaux parcours qu'on peut imaginer. Les relations également avec les partenaires, les concurrents aussi, où on peut imaginer de créer des services avec des partenaires et des concurrents. Et puis, comment dans l'entreprise, je vais mettre en place également du collaboratif, de l'interaction facilité par le digital et être capable justement de l'étendre et de trouver ces nouveaux usages. C'est là où je voudrais vous interrompre sur 3 points en fait. Ouais. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il n'y a pas une recette magique pour transformer une entreprise autour du digital. Chaque entreprise a son histoire, son patrimoine, sa façon d'évoluer. Donc il n'y a pas une partition magique à jouer. Par contre, il y a 3 points sur lesquels il est important d'être vigilant. Vous pouvez me donner quelques mots-clés de ces 3 points ? Stratégie, poser cette stratégie digitale. La deuxième, mettre en place une équipe transformante qui va être infusée dans les projets, qui va accompagner l'équipe pluridisciplinaire, qui va être capable d'emmener les projets et de transformer l'entreprise. Et puis le troisième, d'avoir une plateforme digitale qui va servir de booster à ces initiatives pour justement les fédérer. Et puis se servir également du cloud pour permettre l'accès à ces données tant à l'entreprise qu'à l'extérieur. Et puis d'apporter l'information au plus près de l'utilisateur quand il en a besoin. D'accord. Alors, vous savez, très rapidement, parce qu'on arrive à la fin de cette émission, qu'il y a eu le salon des objets connectés à Las Vegas dernièrement. Moi, quand j'apprends que nos chaussures, nos voitures, tout est connecté et que ça rapporte des milliers d'euros par an à ces industries, quelles sont les limites du digital et surtout, qu'est-ce qu'on peut dire aux personnes qui ne veulent pas du digital, qui ne peuvent pas s'adapter ? C'est un vaste sujet. Comme je disais, on est sur une révolution. Donc, les modèles sont en train de se construire, sont en train de s'inventer. Il y a encore quelques jours, la FDA aux États-Unis a proposé une norme, une règle pour gérer la confidentialité des données autour de la santé. Et puis pour les gens qui sont réfractaires au digital, aujourd'hui, c'est souvent des gens qui sont réfractaires aux devices, aux terminaux. Ces terminaux vont disparaître. Dans les années qui viennent, en fait, le digital va être partout. Il sera dans vos vêtements, il sera dans vos chaussures, il sera dans votre table, il sera dans votre voiture. 250 millions de voitures connectées à horizon 4 ans. Donc le digital va être partout, mais on ne va plus le voir, en fait. Donc pas de panique. Pas de panique. Très bien. Eh bien, Thierry, c'est la fin de notre émission. Je voudrais vous remercier d'avoir été là avec nous. Merci à tous de nous avoir suivis. Retrouvez-nous sur tlm.tv. Réagissez sur nos réseaux sociaux, Facebook et sur Twitter avec le hashtag SoDigital. On se retrouve le mois prochain avec un nouvel expert. On vous parlera de mobilité. D'ici là, surfez bien.